L'Iran possède parmi les plus grandes réserves mondiales de pétrole et de gaz. Pourtant, le pays a du mal à maintenir l'électricité. L'Iran pourrait même être contraint d'importer du gaz. C'est le résultat d'années de détournement de fonds pour des jeux de pouvoir, au lieu d'investir dans les infrastructures. Tara, 16 ans et Sodega, 18 ans, deux adolescents de Kavar, voulaient juste dormir quelques heures. Mais les lumières se sont encore éteintes, et la nuit n'a offert aucune pitié. L'air était tout aussi étouffant que pendant la journée. Privés de ventilateurs, de lumière et d'abri, ils sont montés dans une voiture garée, espérant que la climatisation suffirait jusqu'au matin. C'était leur dernière option, mais au lever du soleil, ils ne sont jamais ressortis. Tous deux étaient décédés d'une intoxication au monoxyde de carbone. La voiture, garée dans un espace clos, aspirait ces gaz d'échappement, remplissant l'habitacle jusqu'à les empoisonner. En réalité, ce n'était pas que le monoxyde de carbone qui les a tués. Des années de corruption et de négligence ont fait du système de pouvoir un piège mortel pour les gens ordinaires. Une explosion de gaz causée par des fluctuations de courant a tué plusieurs enfants il y a quelques jours. Le gaz s'est accumulé pendant la coupure, et au retour de l'électricité, une étincelle a provoqué l'explosion. Des cas comme celui-ci ne sont pas rares, ils continuent de se produire. Les pauvres suffoquent dans la chaleur, sans électricité, tandis que les riches vivent comme si de rien n'était. Ils profitent de l'électricité 24 heures sur 24. La situation est insupportable car le régime islamique privilégie l'export d'électricité vers l'Afghanistan et le Pakistan pour un gain rapide, au détriment de notre propre éclairage. Pour ses propres citoyens qui transpirent et suffoquent dans le noir. C'est pourquoi, ville après ville, Shiraz, Khazarun, Ispahan, Téhéran, Irak, Zahedan, à des gens qui descendent dans les rues, parce qu'ils savent que ce n'est plus seulement une question de coupure de courant, c'est le régime lui-même qui est en cause. Bien sûr, des coupures de courant surviennent souvent, surtout quand la chaleur surcharge le réseau. Selon les responsables iraniens, l'été est exceptionnellement chaud, et l'usage excessif des climatiseurs surcharge le système. Demandez à un Iranien vivant sa 3e coupure de courant d'affilée, il saura ce que valent pas vraiment ses excuses. Des absurdités totales. Ici, l'été a toujours été brutal. Si cette excuse est vraie, demandez-leur pourquoi les quartiers riches ne subissent jamais de coupure, alors que des provinces entières restent sans courant des heures ou des jours. Les autorités n'ont pas de réponse à cela, mais nous, oui. La crise énergétique en Iran n'est pas due à la météo, mais à un système profondément corrompu, fondé sur la corruption, la mauvaise gestion, l'inégalité et des décennies de négligence par un régime indifférent au sort de son peuple. Ça paraît insensé, et ça l'est. Commençons par l'eau. En Iran, l'eau et l'électricité sont indissociables. Depuis des siècles, l'Iran est aride avec peu de rivières et de pluies. On s'attendrait à ce qu'un pays comme celui-là traite chaque goutte d'eau comme de l'or, qu'il planifie soigneusement et la gère avec sagesse. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Les dernières décennies ont été une catastrophe. Après la révolution de 1979 et la guerre Iran-Irak, le corps des gardiens de la révolution islamique devient une puissante organisation politico-militaire et économique en Iran. Le corps des gardiens de la révolution islamique cherchait un nouveau but et des sources de revenus. Les infrastructures sont devenues leur terrain de jeu. Le régime du Shah était déjà obsédé par les barrages et lançait de grands projets de prestige. Alors le corps des gardiens de la révolution islamique a simplement copié la même formule, mais en version dopée. Ils voulaient des barrages partout, autant que possible, sans se soucier de la logique. Au public, on a parlé d'autosuffisance, d'irrigation et de fierté nationale, conquérir la nature pour aider les agriculteurs. En réalité, c'est devenu une vache à lait pour les entreprises du corps des gardiens de la révolution islamique et des entrepreneurs corrompus. Ils ont bâti des centaines de barrages, faisant de l'Iran l'un des pays les plus avancés dans ce domaine. Le problème, c'est que beaucoup ont été construits dans des lieux inutiles ou dangereux, sans études environnementales adéquates. Prenez le barrage de Godvan sur la Karun. Les ingénieurs ont souvent signalé que le site était sur un vaste gisement de sel. Il ne faut pas être un génie pour comprendre ce qui allait se passer. Construisez un barrage là-bas, et le réservoir lessiverait le sel dans l'eau, rendant la rivière toxique en aval. Le régime a ignoré les avertissements, a poursuivi le projet, et l'a construit quand même, et s'est retrouvé avec un immense lac salé, qui a contaminé la Karun, détruisant les terres agricoles, et ruinant les moyens de subsistance de centaines de milliers de personnes qui dépendaient de cette rivière. Les tentatives pour réparer les dégâts, comme recouvrir les falaises de sel avec de l'argile, ont également été des échecs coûteux. Des milliards gaspillés, des vies ruinées, et de l'eau rare devenue inutilisable. Multipliez maintenant cette stupidité à l'échelle nationale. Des rivières détournées, zones humides asséchées,
et nappes phréatiques vidées, sans souci pour l'avenir. Dans les années 2020, l'Iran faisait face à ce que les experts appellent la faillite hydrique. Plus de 75% du pays subit une surexploitation extrême de ses eaux souterraines. Les villes manquent d'eau potable, les agriculteurs voient leurs puits s'effondrer et les tempêtes de poussière engloutissent des terres autrefois fertiles. Nous avons déjà abordé la crise de l'eau en Iran dans une vidéo séparée, et croyez-moi, cela vaut la peine de la regarder pour comprendre à quel point le problème est profond. Mais pourquoi l'eau est-elle si importante ici ? L'Iran a surtout misé sur l'hydroélectricité pour son électricité, au lieu d'investir dans le solaire pourtant abondant grâce à son soleil désertique. Le régime a misé encore plus sur les barrages et l'eau, la seule chose qui a toujours manqué à l'Iran. Et maintenant, ce pari se retourne contre eux. Dès 2025, les responsables reconnaissent que près de la moitié des réservoirs iraniens sont sous 40% de capacité. Certaines des plus grandes barrages sont à peine fonctionnelles, et beaucoup des plus petites sont pratiquement hors service. C'est plus de 12 000 mégawatts de potentiel hydroélectrique, paralysés simplement parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour faire tourner les turbines. Et chaque été, plus chaud et sec que le précédent. Le changement climatique ampute encore un peu plus le réseau, laissant l'Iran avec de moins en moins d'électricité sur laquelle compter. Mais la situation empire aussi avec les centrales électriques et le réseau de l'Iran. Beaucoup d'entre elles, vieilles de plusieurs décennies, sont inefficaces et tombent en panne chaque année, car le régime a mal investi et privilégié le copinage à l'expertise. Après 1979, ils ont élargi l'accès à l'électricité, mais de la façon la plus paresseuse. En construisant plus de centrales au fioul et gaz avec l'argent public, sans véritable système d'entretien, de modernisation ou de planification à long terme, l'entretien, ce n'est pas attractif. Politiquement, cela n'apportait ni voix ni applaudissements, donc c'était ignoré. Dans les années 2010, une grande partie du parc électrique iranien était en ruine, fonctionnant à moitié ou à l'arrêt pendant des mois faute de pièces de rechange. On estime aussi que 10 à 15% de l'électricité produite en Iran n'atteignait jamais les foyers ou entreprises. Elle était perdue à cause de problèmes techniques comme des transformateurs vétustes, des lignes de transmission défectueuses, des équipements cassés et, en plus de tout cela, de simples vols. Pendant ce temps, la demande ne cessait d'augmenter. La consommation d'électricité augmentait en moyenne de 4% par an en raison de la croissance démographique, de l'étalement urbain et de la multiplication d'industries, dont de nombreuses entreprises très énergivores et douteuses. Les experts estimaient que l'Iran devait ajouter au moins 5 gigawatts de capacité par an pour suivre le rythme. Mais le régime était souvent insuffisant, n'ajoutant parfois qu'un gigawatt ou presque rien certaines années. L'écart entre ce dont les gens avaient besoin et ce que le réseau pouvait fournir s'est creusé de plus en plus. À l'été 2024, la demande de pointe était de 70 gigawatts, tandis que le réseau n'en fournissait que 56. Le déficit est de 14 gigawatts, soit 20% de moins. Et si cela paraît grave, l'hiver a été pire. Début 2024, lors d'une vague de froid, l'Iran n'a pas pu fournir assez de gaz naturel pour le chauffage domestique et la production d'électricité simultanément. 30 des 31 provinces ont été plongées dans le noir en plein hiver. Pour garder la lumière, il a fallu brûler des plants. Le mazout, le fioul lourd le plus sale, si vous l'ignorez, c'est la boue au fond du baril. Il est généralement interdit en ville à cause de sa fumée épaisse et toxique. Mais l'Iran en brûlait à grande échelle, et très vite, Téhéran, Ispahan et d'autres villes se sont retrouvées couvertes d'un épais brouillard noir. Imaginez-vous assis dans le froid sans électricité, tandis que l'énergie disponible pollue l'air que vous respirez. La situation est devenue si grave. De telles expériences auraient dû alerter le régime et prouver l'effondrement du système. Mais à l'été 2025, il restait totalement mal préparé. Les premières vagues de chaleur en mai ont fait augmenter la demande de 19% par rapport à l'année précédente. Et l'Iran faisait face à un déficit prévu de 30 000 mégawatts, soit près de la moitié de ce dont le réseau avait besoin au pic. Au lieu de résoudre les vrais problèmes, comme remplacer les vieilles centrales, investir dans les renouvelables ou réparer le réseau de transmission, le régime a investi des milliards dans des guerres par procuration en Syrie, Irak, Liban et Yémen, investissant massivement dans son programme nucléaire, qui, soit dit en passant, engloutit des quantités folles d'eau et d'électricité, et construit des milliers et des milliers de missiles pour réaliser son rêve d'effacer Israël. L'ironie, c'est qu'avant la révolution de 1979, Israël aidait en fait les agriculteurs iraniens avec des techniques agricoles modernes, la gestion de l'eau et la technologie d'irrigation. Les deux pays sont arides, les deux font face aux mêmes défis naturels.
Aujourd'hui, Israël domine la désalinisation, le recyclage de l'eau et l'irrigation, alors que l'Iran, en retard de plusieurs décennies, souffre de ses échecs. Quelle est donc la solution du ministère de l'énergie iranien? Coupure de courant prévue, supplications peu sincères et menaces. Je n'exagère pas. Les autorités suppliaient les citoyens d'éteindre les lumières inutiles, de monter la climatisation et d'aider le réseau, avertissant qu'en cas de refus, le gouvernement couperait le courant. Les bureaux du gouvernement et les banques doivent fermer plus tôt ou ouvrir un jour sur deux. Mi-juillet 2025, les zones industrielles étaient sans électricité. 4 jours par semaine. Les usines fonctionnaient à moitié ou étaient fermées. Dans une vaste zone industrielle près de Téhéran. 3000 des 5000 usines ont cessé de produire faute d'électricité, les autres tournant au ralenti avec une production minimale. Imaginez cette dévastation économique. Des ouvriers renvoyés chez eux sans salaire, des délais de production non respectés, des machines prenant la poussière. La chambre de commerce iranienne a reconnu que les coupures de courant coûtaient à l'économie environ 200 millions de dollars par jour en perte de production en 2023. On peut affirmer que les chiffres seront aussi mauvais, voire pires, en 2025. Et cela s'ajoute à une économie déjà en train de s'effondrer. Le rial ne cesse de perdre de la valeur. L'inflation a dépassé les 50% par an, et les salaires ne valent plus qu'une fraction de ce qu'ils permettaient d'acheter auparavant. Des économistes iraniens estiment que près de 80% des Iraniens vivent aujourd'hui au niveau ou sous le seuil de pauvreté. Cela représente 80%. Le chômage, surtout des jeunes, est brutal. Des diplômés instruits restent chez eux sans rien faire, sans emploi, sans revenus, sans aucune chance de construire un avenir. Coincés chez soi, voyant l'élite envoyer ses enfants vivre confortablement à l'étranger, imaginez être jeune, au chômage, sans argent, suffocant à 45 degrés Celsius dans un appartement sans clim ni internet. Rien à faire sauf rester dans le noir à ruminer. Pourquoi ta vie est-elle comme ça? Ce ressentiment ne disparaît pas, il grandit. Et c'est exactement ce qui motive tant de manifestations. Et la nourriture n'a pas été épargnée non plus. Malgré les promesses du régime de protéger l'agriculture à Karman, les agriculteurs disent avoir perdu environ 60% de leur récolte d'agrumes, et une grande partie de leurs dattes. Tout cela parce que l'électricité a soit fait défaut quand ils en avaient les besoins, soit n'est jamais revenue du tout. Les pompes sont tombées en panne lors des coupures de courant, les puits se sont asséchés ou les moteurs ont grillé lors de surtensions. Pour les agriculteurs, cela signifiait perdre revenus et travail d'une saison. Pour le pays, cela signifiait une hausse des prix alimentaires, moins d'approvisionnement et une crise supplémentaire. Dans des villes du sud comme Havas et Bandar Abbas, les coupures de courant touchent plus que l'activité ou les machines en panne. Elles décident si les gens survivent à la chaleur estivale. Avec des températures bien au-dessus de 45 degrés Celsius quand la climatisation s'arrête, les appartements se transforment en fours. C'est ainsi que Tata et Sadega, ces deux adolescents de Kavar, se sont retrouvés à suffoquer dans la voiture de leur père lorsque la panne de courant a frappé. Même lorsque l'électricité revient, elle présente des dangers, comme les surtensions qui ont causé une fuite de gaz, provoquant un incendie tragique. Mina, leur mère, a avoué craindre de laisser ses enfants seuls durant les coupures de courant, persuadée qu'il pourrait arriver quelque chose de terrible. Finalement, elle avait raison. Durant tout cela, le gouvernement n'a montré aucune sympathie. En 2025, le nouveau président de l'Iran est passé à la télévision et a fait l'impensable. Il a blâmé le peuple. Selon lui, les Iraniens consommaient trop d'électricité, profitaient d'une énergie restée trop bon marché et étaient gaspilleurs. Imaginez, ceux qui vivent sans lumière ni clim, on leur reproche d'être le problème. Ce n'est pas du leadership, mais de la manipulation nationale. À quoi sert une électricité bon marché si le réseau ne la fournit pas? Parfois, ils accusaient la nature pour l'absence de pluie ou la chaleur, et le changement climatique a empiré cela. Ils ne reconnaissent jamais que la crise énergétique iranienne et surtout humaine est très inefficace. À quel point le système énergétique a régressé sous leur surveillance. En raison de la négligence et de la corruption, l'Iran détient les deuxièmes plus grandes réserves mondiales de gaz naturel. Sur le papier, il pourrait être une superpuissance énergétique, mais en réalité, les gens gèlent l'hiver et rôtissent l'été. C'est à quel point cette richesse est mal gérée. Oui, les sanctions et l'isolement contribuent au problème. L'Iran ne peut pas facilement importer des turbines modernes, des pièces de rechange ou attirer des investissements étrangers pour développer sa production de gaz ou moderniser ses centrales. Même après la levée des sanctions post-accord nucléaire de 2015, quand l'Iran a récupéré des milliards d'actifs, le régime n'a pas su exploiter cette opportunité.
plutôt que de moderniser les vieilles centrales, réparer le réseau ou investir dans le solaire et l'éolien, pourtant abondant, en Iran. Ils ont investi dans des projets de prestige, l'armement, et attribué de gros contrats aux gardiens de la révolution islamique. Le réseau est obsolète, et la part des énergies renouvelables en Iran reste très faible malgré un fort potentiel solaire et éolien. Ils auraient pu diversifier, mais ne l'ont pas fait. Les revenus du pétrole et du gaz étaient traités comme des distributeurs automatiques personnels pour ceux qui étaient au pouvoir, tandis que les gens ordinaires étaient laissés à pourrir dans les coupures de courant. La situation empire car l'électricité produite par l'Iran était vite détournée par les élites. Et, croyez-le ou non, beaucoup de cette électricité bon marché servait au minage de crypto-monnaies. Le Bitcoin a un rôle clé dans la crise énergétique en Iran. Ces dernières années, l'Iran est devenu l'un des principaux centres mondiaux de minage de Bitcoin. L'électricité y est très subventionnée, ce qui la rend la moins chère au monde. Un citoyen ordinaire ne paie que quelques centimes pour l'électricité. Mais si vous êtes une entreprise bien connectée ou dirigez une opération industrielle, vous pouvez l'obtenir presque gratuitement. Et comme l'économie iranienne est lourdement sanctionnée, certains initiés ont compris qu'ils pouvaient transformer cette électricité bon marché en Bitcoin, puis le vendre à l'étranger, contre des dollars ou des euros pour contourner les sanctions. En 2019, le gouvernement a légalisé le minage de crypto-monnaies. Ils ont offert des tarifs d'électricité très bas, bien en dessous du prix subventionné, à condition que les mineurs cèdent une part de leur Bitcoin à la banque centrale. Alors devinez qui s'est lancé ? Les gardiens de la révolution et leur réseau de sociétés semi-officielles. Du jour au lendemain, d'immenses entrepôts remplis de machines de minage sont apparus, engloutissant l'électricité par gigawatts. Certaines étaient des co-entreprises, avec des sociétés chinoises, attirées par l'énergie bon marché pour le minage. On disait qu'une installation près de Téhéran utilisait autant d'électricité que 11 provinces réunies. À son apogée, les analystes estimaient que l'Iran comptait pour 4 à 5% du minage mondial de Bitcoin, ce qui est énorme. À titre d'exemple, un haut responsable a indiqué que le minage utilisait entre 600 et 2000 MW d'électricité du réseau. Pour mettre cela en perspective, ce chiffre supérieur correspond à peu près à la production d'une centrale nucléaire à pleine capacité. Lors des pics d'été, alors que les familles souffraient d'une chaleur extrême, jusqu'à 20% du déficit énergétique iranien était consommé par les fermes de minage de Bitcoin. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Elle verse 64 millions de dollars par jour aux créateurs. Pourquoi ? Eh bien parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. C'est pourquoi vous voyez sur votre page d'accueil des vidéos avec moins de 1000 vues, comme celle-ci. Cela ne signifie pas que chacun doit créer une chaîne. Si vous hésitez à lancer une chaîne YouTube ou sans visage, c'est le moment idéal. YouTube paie chaque jour des millions aux créateurs et met désormais davantage en avant les chaînes récentes et petites. Je suis sûr que vous avez des questions sur comment lancer et développer une chaîne. Nous recevons souvent des questions par email de certains d'entre vous. Et c'est pourquoi nous avons décidé de mettre tous nos conseils YouTube dans une seule vidéo YouTube, entièrement gratuitement. Donc, si vous êtes quelqu'un qui souhaite lancer sa propre chaîne YouTube, vous pouvez regarder cette vidéo ici sur YouTube. En cliquant sur le lien ou l'affiche à l'écran, cela a provoqué l'indignation. En 2019, la population a manifesté contre la hausse des prix de l'essence et la suppression des subventions, alors que l'électricité restait peu chère. Pour les mineurs de Bitcoin, l'essence aidait de nombreuses familles à faire fonctionner générateurs, ventilateurs ou appareils essentiels durant les coupures d'électricité. Supprimer cela donnait l'impression d'une attaque directe contre la survie. Les manifestations ont gagné tout le pays, et le régime a réagi violemment, tuant près de 1500 personnes en quelques jours. 2 ans plus tard, la crise de l'eau est également devenue incontrôlable, laissant le pays dans un état de misère encore plus profond. Au Khouzistan, sud-ouest de l'Iran, les robinets étaient à sec, où l'eau était impropre à la consommation. La population locale, composée en grande partie de la minorité arabe, longtemps traitée comme des citoyens de seconde zone, a finalement explosé de colère en manifestant, scandant « J'ai soif ». La phrase célèbre « Ils ont de l'argent pour Gaza, mais pas pour le Khouzistan » s'est rapidement répandue en Iran. La population réclame l'arrêt des milliards versés au Hamas, Hezbollah et à la Syrie d'Assad. Alors que les Iraniens n'avaient pas accès à de l'eau potable, ce message s'est vite répandu et est devenu viral. Le régime a de nouveau répondu par des balles, des arrestations et le chaos. Fin 2022, des manifestations nationales ont de nouveau éclaté après le meurtre de Mahsa Amini par la police des mœurs. Si ces manifestations visaient surtout les libertés politiques, le hijab et les droits des femmes, des slogans écologiques et économiques y sont aussi apparus. Déjà, les gens associèrent leur colère contre la pollution de l'eau et les coupures de courant à la tyrannie du régime.
En 2023, le gouvernement a été fortement pressé de faire semblant d'agir. Ils ont mené des descentes sur des fermes minières illégales et saisi environ 90 000 machines. Après l'arrêt de ces machines, les bilans ont indiqué une baisse immédiate de 2400 MW de la demande d'électricité, suffisante pour alimenter des millions de foyers. Les responsables se sont vantés de la répression, affichant les chiffres et accusant les mineurs illégaux de vol d'électricité, faisant de l'affaire un programme politique. Oui, ces mineurs surchargeaient le réseau électrique. Quelques semaines plus tard, beaucoup de ces machines confisquées ont discrètement été remises en service. Et la vérité était évidente. Les plus grands coupables n'étaient jamais les petits opérateurs qui faisaient tourner quelques machines dans des sous-sols, c'était l'État lui-même. Les gardiens de la révolution islamique et leurs affiliés géraient certaines des plus grandes fermes de minage du pays. Les gardiens de la révolution islamique ont pris l'habitude de perquisitionner chez les mineurs privés et de saisir leur matériel sous couvert de répression. Au lieu de les détruire, ces machines étaient utilisées pour le minage par les gardiens de la révolution islamique. Dans une base militaire ou une installation gouvernementale sans facture d'électricité, donc gratuite. Voilà l'autre côté de l'arnaque. Dans le budget 2025, le gouvernement a exempté certaines institutions du paiement de l'électricité. Cela inclut les bases du corps des gardiens de la révolution islamique, les centres Basij, les séminaires religieux, les grandes mosquées et les musées de la défense sacrée glorifiant la guerre Iran-Irak. Ces endroits peuvent consommer une quantité illimitée d'électricité sans aucun coût. Et quoi de mieux que d'utiliser cette électricité gratuite et illimitée pour le minage de Bitcoin ? Pendant ce temps, les gens ordinaires ont subi des hausses de 40 à 50% du prix de l'électricité pour un service peu fiable, voire inexistant. Maintenant, combinez cette ponction due aux crypto-monnaies avec une autre politique désastreuse, les exportations d'électricité. C'est là la plus cruelle ironie. L'Iran vendait de l'électricité à ses voisins parce que cela donnait au régime du pouvoir de négociation et des devises fortes. Pendant des années, l'Irak, en particulier, était dépendant de l'électricité et du gaz naturel iranien, et l'Iran adorait cette dépendance. Même quand le réseau électrique iranien vacillait, et que la population était dans le noir, Téhéran exportait toujours car l'Irak payait en dollars ou dinars. Début 2023, les exportations d'électricité iranienne ont augmenté de 90% sur un an. La même année, les gardiens de la révolution islamique ont mené des raids contre des centaines de milliers de machines de minage pour économiser de l'électricité. L'électricité n'a pas été redirigée vers les citoyens, mais vendue à l'étranger pour du profit. À l'été 2025, sous pression américaine, l'Irak a réduit ses paiements à l'Iran, les sanctions rendant cela trop risqué. Téhéran a dû réduire certaines exportations vers l'Irak. Au lieu de privilégier sa population, l'Iran a envoyé le reste à Hérat, en Afghanistan, au Pakistan, où l'a utilisé pour des projets de minage de crypto-monnaies. Parfois, l'Iran importe de l'électricité du Turkménistan ou d'Arménie, mais reste globalement exportateur net. En hiver, ils s'en vantent comme preuve de leur puissance. En été, lors de fréquentes coupures de courant, les médias d'État parlent d'échanges d'électricité, prétendant importer 5 fois plus qu'ils n'exportent. Les gens ne sont pas dupes, ils voient à travers la propagande. Tout le monde sait que le régime favorise les contrats et la politique régionale au détriment de ses citoyens. Qui souffre vraiment le plus parmi les citoyens ordinaires ? C'est compliqué. Prenez Téhéran, la capitale. La ville se divise en deux. Le nord aisé aux quartiers verdoyants abritant responsables et hommes d'affaires, et le sud plus pauvre où la classe ouvrière peine à s'en sortir. Et vous pouvez probablement deviner quel côté en subit le plus les conséquences. En juillet 2025, les quartiers riches du nord de Téhéran connaissaient à peine 1% de coupure, contre plus de 32% dans le sud. Le déséquilibre est devenu si flagrant qu'un député de Téhéran a même publiquement confronté le ministre de l'énergie en des termes peu polis. Il l'accuse de défendre les riches et puissants, laissant les pauvres dans l'ombre. La réponse officielle fut que la forte densité du sud exercerait plus de pression sur le réseau électrique. L'infrastructure du nord de Téhéran, plus récente et efficace, nécessite moins de coupures. Certes, cela paraît logique, mais une fuite de données a révélé que les quartiers riches du nord consommaient plus d'électricité par habitant. Pourtant, ce n'étaient pas eux qui étaient découpés, mais les familles à faible revenu, souvent avec un seul climatiseur et quelques lumières, privées d'électricité pendant des heures. Un responsable a avoué anonymement que des zones démographiques et religieuses spécifiques étaient exemptées de coupures d'électricité. Tout le monde comprend ce que cela implique. Des lieux comme le quartier du Guide suprême, les complexes des gardiens de la Révolution, ou des villes sanctuaires comme Machhad étaient prioritaires.
Si vous sortiez de Téhéran, vous auriez presque l'impression d'être au Moyen-Âge. Les promesses de coupures de courant de 2 heures ne correspondaient que rarement à la réalité. Ces coupures s'étendaient souvent à 4, 8, voire des journées entières. Sans électricité, les agriculteurs ne pouvaient pas compter sur les pompes. Beaucoup n'ont de l'électricité que quelques heures, parfois à 3 heures du matin. Ils doivent traverser leurs champs dans l'obscurité pour préserver leur culture. Les magasins ferment à midi, les hôpitaux ont des générateurs souvent défaillants, et les enfants étudient à la bougie sous 45 degrés Celsius, au Khouzestan ou sur la côte du Khor-Mouzgan, où l'été il fait souvent entre 45 et 50 degrés Celsius, 113 à 122 degrés Fahrenheit. Les enjeux sont encore plus grands. La climatisation n'est pas un luxe, c'est littéralement un soutien vital. Quand le réseau électrique tombe en panne là-bas, cela peut devenir mortel en quelques minutes. À ce stade, le corps peine à évacuer la chaleur par transpiration. La température corporelle peut dépasser 40 degrés Celsius, provoquant un coup de chaleur en minutes ou heures. Une étude a révélé que la chaleur extrême cause environ 11 décès pour 10 000 personnes en Iran. Un taux nettement supérieur à la moyenne du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, fixé à 2,3 pour 10 000. Les responsables locaux ont supplié Téhéran d'épargner le sud des coupures de courant, avertissant que c'est une question de vie ou de mort. Malgré tout, les coupures de courant ont empiré. Un député du Khouzistan a rétorqué que même pendant la brutale guerre Iran-Irak, les coupures de courant n'étaient jamais aussi fréquentes. Un autre, venant d'une province très chaude d'Iran, a protesté que couper l'électricité par 50 degrés Celsius n'était pas logique. Quand vos parlementaires vous accusent publiquement de mauvaise gestion, c'est le signe que le système se fissure. Aujourd'hui, en 2025, la crise de l'électricité unit à nouveau le peuple contre un régime qui se fait appeler la Lumière, un gouvernement obsédé par la guidance divine et l'illumination, mais incapable de garder la lumière allumée. Après des années d'excuses, les gens n'y croient plus, mettant le régime dans une situation difficile. De plus en plus d'Iraniens affirment désormais que la seule véritable solution est un changement politique au sommet. Même des opposants comme Mariam Rajavi se sont exprimés. Rajavi est la présidente élue du Conseil national de la résistance iranienne, l'un des groupes d'opposition en exil les plus organisés. Elle a longtemps critiqué le régime et a affirmé que tant qu'il restera en place, l'eau, l'électricité et les besoins essentiels ne seront jamais assurés. Bien sûr, elle dirait cela. Elle a construit sa carrière en s'opposant à la République islamique. Mais ce qui est différent cette fois, c'est que son message ne ressemble plus à une rhétorique venue de l'étranger. Ce sentiment est de plus en plus partagé par les Iraniens ordinaires, qui ont atteint un point de rupture. Parce qu'au final, si un gouvernement n'est pas capable de fournir à ses citoyens les besoins les plus élémentaires, alors à quoi sert ce gouvernement ? L'ayatollah utilise toujours la même tactique, désigner les étrangers comme boucs émissaires. Chaque fois qu'il est vraiment acculé, les médias d'État et les loyalistes se précipitent pour accuser la CIA, les sionistes ou quelques vagues complots occidentales. Ils accusent encore depuis des décennies les coupures de courant d'être du sabotage étranger et les manifestations d'être orchestrées par des espions occidentaux. Pense-t-il vraiment que les gens vont croire que la CIA leur a ordonné de construire un barrage sur un lit de sel ? Ou que le Mossad ait forcé les gardiens de la révolution à miner du bitcoin avec de l'électricité volée ? Les Iraniens n'y croient plus. Le schéma est trop évident. La cupidité vient de chez nous. Actuellement, de nombreux Iraniens plaisantent, en disant que le gouvernement déclarera bientôt l'électricité comme une sédition. Bientôt, posséder un générateur chez soi pourrait être vu comme un acte de contre-révolution. Cela suggère que vous ne faites pas confiance à l'État pour l'électricité. Le plus triste, c'est qu'avec la paranoïa du régime, cela n'a rien de farfelu. Toutes les crises évoquées, énergie, eau, économie, chômage, pénuries alimentaires, etc., sont liées. Le régime ne peut pas tout résoudre d'un coup, et si un problème s'aggrave, les autres aussi. Les coupures de courant sont liées à la crise de l'eau, elle-même conséquence de décennies de corruption et de mauvaise gestion. Cette corruption, liée aux sanctions et à une politique étrangère imprudente, aggrave l'effondrement économique. En additionnant tout cela, chaque fil mène à une colère croissante dans les rues. Le guide suprême de l'Iran et les hauts responsables ne voient pas ces manifestations comme de simples réclamations de citoyens en colère. Ils les considèrent comme une menace pour la sécurité, et ils ont encore beaucoup de moyens pour réagir. Gardiens de la révolution, milices Basiji et police sont présents dans les mêmes rues que les manifestants. À Shiraz, ils ont déjà utilisé gaz lacrymogènes et matraques contre la foule. Les épisodes passés montrent que ce régime usera de violence de masse s'il se sent menacé. Le sanglant mois de novembre 2019 l'a clairement montré. La vraie question est, ces manifestations vont-elles s'essouffler sous la peur et l'épuisement, ou continuer de grandir ? C'est difficile à prévoir,
Mais une chose est sûre, même si la répression ou la météo plus fraîche de septembre apaise temporairement la situation, la colère persistera et risque de ressurgir plus violemment. Comme je l'ai dit, l'Iran ne peut pas régler les problèmes principaux, ni en quelques semaines, ni en quelques mois, et certainement pas avec cette équipe au pouvoir. Ils ne peuvent ni remplir les barrages, ni faire tomber la pluie, ni construire de nouvelles centrales électriques. Cela prend des années, exige des investissements étrangers et des pièces importées inaccessibles à cause des sanctions. Ils pourraient enfermer les fermes de minage, réduire les exportations, ou ralentir les programmes de missiles et l'enrichissement nucléaire pour libérer des ressources. Mais agir ainsi nuirait à leurs propres intérêts financiers et à leurs objectifs stratégiques. Alors, à la place, ils traînent les pieds. Ils pourraient lancer des efforts de conservation, mais en réalité, les gens économisent déjà, à cause des coupures de courant, forme de conservation forcée. Et même dans ces conditions, les foyers utilisent à peine ce qu'ils reçoivent, juste pour survivre à la chaleur. Augmenter les prix ou réduire les subventions risquerait de provoquer une réaction plus forte. En d'autres termes, le gouvernement iranien s'est piégé lui-même. C'est un exemple classique de négligence autoritaire. Le régime favorisait ses objectifs idéologiques et l'enrichissement de l'élite, négligeant les services publics lorsque la population restait silencieuse ou réprimée. Il croyait que la répression suffisait à calmer le mécontentement, mais on ne peut opprimer la nature. Quand l'eau part, c'est définitif. Sans eau, il n'y a ni vie ni civilisation. Le régime récolte maintenant ce qu'il a semé. Un système si corrompu que ses infrastructures s'effondrent, accélérant sa propre chute. Alors que la nuit tombe en Iran, de nombreux foyers replongeront dans l'obscurité. Dans cette obscurité, une lueur de détermination brille dans les yeux des gens, refusant que cela devienne la normalité. Chaque crise contient les germes du changement, et la crise énergétique iranienne agit comme un catalyseur majeur.